La petite maison sur la route vous est présentée par BMR Dinaco. On inspire vos plus beaux projets depuis 50 ans. BMR Dinaco, une force coopérative fièrement bâtie par les membres de la région. Par Habitat Multigénération et son 2e festival canadien des mini-maisons à Lantier. Le soleil se lève sur le premier jour du tout premier festival canadien des mini-maisons. Des centaines de curieux s'apprêtent à déambuler sur le site de l'événement au cours des prochaines heures. Le 3e épisode de notre série s'attardera à ceux qui se cachent en arrière de l'engouement pour cette nouvelle vision de l'habitation. Comme moi, vous vous demandez probablement pourquoi la ville de Lantier? Qu'est-ce qui fait de cette municipalité, dans le milieu des Laurentides, une terre d'accueil pour un événement comme le Festival des mini-maisons? Son maire, Richard Forget, avait quelques réponses à m'offrir. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être le lieu d'accueil du premier Festival des mini-maisons? Je vais vous dire, je suis excité, je suis content. C'est un projet qui a été soumis il y a 2 ans par M. Stewart et ses associés. Puis, au départ, on a cru au projet. Moi, j'y croyais au projet parce que l'accessibilité aux propriétés est de plus en plus dure pour les jeunes familles, les jeunes couples. Puis, je trouve que les mini-maisons, mais c'est un bon départ pour un jeune couple. Aussi pour les jeunes retraités qui veulent baisser leur train de vie puis avoir une vie confortable, une fin de vie confortable dans un environnement confortable. Donc, c'est pour ça qu'on a embarqué dans le projet tout de suite au départ. Vous avez déjà pris des mesures aussi pour être capable d'accueillir des mini-maisons, n'est-ce pas? Ah, effectivement. On a dû changer nos règlements de zonage. On a dû changer nos règlements de lotissement pour pouvoir permettre justement l'installation de mini-maisons en hameau. Parce qu'ici, ça va être en hameau avec des jardins communautaires. Fait qu'on a fait une zone éco-résidentielle expressément pour accueillir le projet de M. Stewart, les hameaux de la Source. Est-ce que ça a été difficile pour vous de faire ces changements-là au niveau municipal? Est-ce que vous avez fait face à des personnes qui étaient un peu moins convaincues par le projet? Non, écoutez, au départ, le projet a été un peu initié par mon épouse, qui avait un ami qui cherchait une place où elle pouvait être travailleur autonome à partir de chez soi. Puis nous, à Lantier, notre réglementation est faite pour ça. On encourage les travailleurs autonomes. Et cette dame-là, elle nous a mis en contact avec M. Stewart et le projet est parti comme ça, tout simplement. Puis on y croyait. Je vais vous dire, nous autres, au conseil de ville, ça n'a pas été dur à embarquer dans le projet. Et on était rendu aussi à une révision quinquennale de nos règlements. Fait que tout s'est embriqué, puis ça s'est fait de façon, je pourrais dire, c'est sûr qu'il a fallu étudier beaucoup les règlements, puis voir comment on pouvait adapter les règlements, mais ça s'est très bien fait. Qu'est-ce que vous avez changé comme règlement? Parce que là, il y a plusieurs municipalités ailleurs au Québec qui vous ont regardé, qui font « Ah, mais sais-tu, ça pourrait être une bonne idée pour nous aussi », surtout les plus petites municipalités. Qu'est-ce qu'il a fallu changer pour dire « OK, légalement, là, on est capable de faire ça ». Au départ, on a changé la dimension des maisons. On a permis des maisons de 340 mètres et plus. On a changé aussi les maisons sur fondation. Ça fait qu'on peut avoir les maisons sur pilotis, on peut avoir les maisons sur slab de ciment, qu'on appelle, ou s'il y a des gens qui veulent avoir une carte de service ou un sol complet, ils peuvent le faire aussi. Mais tout est permis
en autant que c'est approuvé par un plan d'ingénieur. Si, mettons, vous faites des pilotis, on ne décide pas qu'on met 3 ou 4 poteaux pour mettre la maison dessus. Il faut que ça soit quand même sécuritaire et stable. Mais on a adapté nos règlements en conséquence. La plupart des gens qui vont venir s'installer ici, c'est des gens responsables au niveau de l'environnement. Ils veulent laisser le moins d'empreintes écologiques. Il y en a beaucoup qui vont construire avec du bois recyclé, des choses comme ça. Fait que, puis, à l'entier même, nous, on est axé beaucoup sur l'environnement. En 2009, on a remporté le Phénix de l'environnement pour un nouveau règlement qu'on a fait pour les berges. Toutes les autres municipalités au Québec nous ont appelés pour avoir notre règlement. On est encore précurseur avec les mini-maisons. On reçoit encore des téléphones de plusieurs municipalités, voir comment on a fait pour permettre la construction, l'installation de mini-maisons. Donc, pour vous, c'était plus facile, au niveau municipal, de dire créons une espèce de sous-catégorie avec un lieu spécifique où, là, les normes seront différentes. Les normes seront plus lousses, finalement. C'était plus facile de créer ça plutôt que de changer l'entièreté de la municipalité, j'imagine. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on a créé des zones éco-résidentielles. On a le projet ici et on a une autre partie de la municipalité qui est zonée aussi éco-résidentielle parce qu'on s'est comme donné de la réserve. L'engouement est là, on s'en aperçoit. On a des téléphones pratiquement à tous les jours pour des informations sur les mini-maisons. Que je pense que c'est pas juste une mode, là. C'est un comment je peux dire, c'est l'avenir pour les jeunes couples, c'est l'avenir pour les personnes qui veulent prendre une retraite, comme je vous disais, qui veulent couper les dépenses pour avoir de l'argent pour pouvoir profiter du plein air. À l'entier, on a des lacs, on a des accès publics aux lacs, des pistes de ski de fond, pistes de raquettes, que les gens vont pouvoir profiter de ça. Au départ, qu'est-ce qui nous a attirés dans le concept des mini-maisons et dans le concept des hameaux de la source? C'est le nombre de personnes que ça va apporter à la municipalité. Vous savez, des petites municipalités comme la nôtre ont de la misère à survivre. Les commerces ferment, les gens descendent plus vers la ville pour travailler. Là, en attirant plus de gens, automatiquement, on crée une demande aussi pour des commerces, que ce soit un dépanneur, une mini-boucherie ou choses comme ça. Nous, on a accepté ce projet-là dans ce sens-là. Je sais que ça amène des gens, ça amène des enfants, ça redynamise la municipalité. On est axé aussi beaucoup sur les loisirs. On a plein de choses organisées pour les enfants, pour les adultes. On essaie de créer un engouement pour une vie collective de plein air et de santé aussi. Ce qui rend le phénomène des mini-maisons si intéressant, c'est qu'il n'offre pas de moule. Chaque habitation a ses particularités, ses anecdotes et les humains qui se cachent derrière elle, comme Anne-Marie Charret et Maxime Leclerc-Gingras qui vivent ensemble dans 125 pieds carrés depuis 3 ans. Comment a changé votre perspective entre peut-être la première année et la troisième? Est-ce qu'il y a encore des mauvaises surprises ou est-ce que là, vraiment, votre vie dans le 10 par 10 est bien rodée? Ça, c'est sûr que la première année, c'était... On va passer du verre, puis ça va être un peu drôle. Ça fait penser à nos grands-parents, puis comment ils vivaient avant. Puis c'est sûr que on n'a pas l'intention de vivre ça comme ça. Fait qu'évidemment, l'isolation, refaire l'intérieur, trouver le système de chauffage adéquat, ça, c'était une chose, tu sais, mais ça... Est-ce que je continuerai à vivre là-dedans toujours? Je sais pas. Je suis content. On est content de ce qu'on vit là. Je suis content de l'opportunité qu'on a eue là de pouvoir mettre notre attention sur d'autres choses que sur payer des grosses hypothèques. Maintenant, il y a des défis reliés à ça. Je sais pas toujours si simple que ça, puis c'est pas si facile que ça. Fait que c'est une question de voir ce que tu es rendu dans ta vie, j'ai l'impression. Parce que pour mettre en contexte, nous, on est aussi hors réseau. Donc, on n'a pas d'eau courante, puis on n'a pas d'électricité. Donc, c'est sûr que le défi est augmenté. Mais moi, je pourrais répondre là, que oui, nos choix sont conditionnés parce que tous tes achats
Quand tu achètes quelque chose, tu le regardes, tu te dis, est-ce que ça va être utile? Combien de fois dans l'année? Est-ce que je vais m'en servir à chaque semaine? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est durable? Est-ce que ça a été fait dans de manière respectueuse de l'environnement, des employés? Est-ce que mon conjoint va aimer cet objet-là? Parce que cet objet-là, on va le voir tout le temps. Parce que 10 par 10, c'est plus petit qu'une chambre. Fait que c'est sûr que tout ça, notre vie est rythmée alentour du fait qu'on habite dans un petit espace. Aller chercher l'eau, faire chauffer l'eau, transvider l'eau, prendre une douche, ce processus-là, il prend 1 heure. Fait que c'est sûr que si on était juste dédié à vivre notre vie de tiny house, ce serait une chose, mais on a une entreprise, puis on a des tâches hautes, là. Donc c'est sûr que ça n'a rien à voir avec vivre une vie dans une maison normale, on pourrait dire, là, standard. C'est sûr que ça, c'est un choix qu'on a fait, là, de vivre comme ça, là, bien évidemment. Puis, effectivement, j'avais peut-être mal compris ça dans ta question. Là. C'est sûr que ça change tout dans tout ce que tu fais, puis la façon dont tu t'organises, mais éventuellement, ça devient intégré comme... C'est comme quand tu conduis, là, ton angle mort, tu l'as intégré, là, tu y penses plus, puis tu le fais. Fait que mais effectivement, là, quand tu as fait un tiroir, puis il prévoyait avoir 5 bobettes, mais il n'y en aura pas 6, il va en avoir 5, puis là, si ça en fait 6, mais vis avec, là, ce que tu vas avoir différemment. Là. Fait que effectivement, ça conditionne bien des affaires, puis ça n'a rien à voir avec la vie qu'on faisait. C'est un mode de vie, hein? Ça va au-delà de juste dire je suis un toit puis une chambre, parce que ça a tout un impact sur la façon qu'on vit ensemble. Parce que, tu sais, on peut bien faire rigoler. Tantôt, vous disiez, il y avait des émissions qui se font aux États-Unis, puis on avait regardé une sur Internet, puis là, l'animateur, puis sort une corde entre les 2 individus, puis ils s'attachent, puis là, les gens voient la distance maximum de laquelle ils vont être l'un de l'autre, puis c'est effectivement vrai que quand tu as juste ça, là, bien, il va falloir que tu apprennes à te parler, puis tu apprennes à faire face aux situations, puis à les régler maintenant, pas laisser traîner, parce que tu peux pas les bouder, là. On est là. Fait que ça change une dynamique, puis c'est en ce sens-là, comme on disait tantôt, c'est un peu partir comme en voile, là, parce que là, on est pris ensemble. Là, on est ensemble, puis tout ce qu'on fait est ensemble. Fait que dans un petit environnement, même quand il y en a un qui se lève, bien forcément, si tu avais prévu de te lever très tard aujourd'hui, ton plan de match va être bousculé nécessairement. Fait que ça prend beaucoup de patience, de communication, ça, c'est sûr que c'est plus grands aspects, d'une certaine façon, là, qu'on peut dire que ça change. Puis dans notre cas, c'est merveilleux parce que ça a permis de se connaître plus à fond puis de se rapprocher bien plus. Puis, mais ça répète aussi tout à fait le contraire parce que c'est ça, on respire le même air sérieusement. Quand il y en a un qui est malade, il faut faire attention à soi. Quand il y en a un qui est malade, mais ça a un impact sur l'autre. Fait que ça nous oblige à se dire, moi, il faut que je fasse attention à moi parce que quand je suis pas bien, ça va avoir un impact sur elle. N'empêche que ça change tout. Fait que nous, le propos qu'on a aujourd'hui, c'est justement de dire, c'est qu'on le veuille ou qu'on le veut pas, ça change notre vie parce que on vous disait tantôt, juste la façon que comment je vais ranger les choses que j'ai besoin. Bien là, tu peux pas tout mettre, là, c'est impossible. Fait que ton rapport à la consommation aux objets change. Il faut avoir du détachement, parce qu'on avait une maison normale, mais toutes ces choses-là, il faut s'en départir. Là. Tu te rends compte, c'est bizarre, j'ai l'attachement aux objets à ce point-là. Le détachement n'est pas facile. Puis effectivement, après, quand on a besoin d'utiliser différentes choses, d'acheter des choses, j'ai-tu vraiment besoin? Y a-t-il un autre moyen de le faire? Fait que c'est tout un questionnement que tu sois environnementaliste ou pas, ça a un impact parce que tu es forcé de moins acheter, tu es forcé de réutiliser. Chez nous, par exemple, on est hors réseau à ce point que jusqu'à tout récemment, tous les déchets, tout recyclage, il faut soi-même les amener à la municipalité là, à 20 km. C'est ça où tu vas avec, tu sais. Fait que forcément, tu fais attention à tes choix de consommation, tu fais des choix plus réfléchis. Ça a un impact positif. Puis juste l'eau, aller chercher l'eau tous les jours, quand on se regarde un puis l'autre, là, tu vois, attention à l'eau que tu prends. On n'a pas mis de compteur d'eau, mais on devient sensible à ça parce que c'est de l'ouvrage, là, aller le faire. Fait que quand ça va bien, tu es de bonne humeur, c'est cool. Ceci dit, moi, je suis toujours content de le faire. Puis des fois, j'écoute la radio un peu sur Internet, puis j'entends les bulletins de circulation à Montréal, puis que le monde est pris pendant 2-3 heures sur le trafic, c'est l'enfer. Puis moi, je vais chercher mon eau. Je suis quand même très content de mon choix. Mais c'est sûr que c'est facile aussi de se dire ouais, mais moi, je suis pas une consommatrice, puis ça va être facile de faire ce choix de vie-là. Alors, dans ce temps-là, j'invite les gens à penser combien de bottes, souliers, sandales vous possédez dans la vie. T'sais. Puis là, il va falloir faire un choix de un de chaque catégorie. Puis encore. Puis encore, il faut être organisé, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est un exemple d'un aspect de la vie. Fait que souvent, les gens vont nous dire « Ah, c'est zen! Puis en plus, chez nous, c'est extrêmement épuré. Mais
c'est pas aussi... Le processus pour y arriver, il faut pas le minimiser. Donc, pour répondre à la question, est-ce que ça prend quelque chose de spécial? Ça prend une grande ouverture par rapport à l'autre puis par rapport à soi. Parce qu'on va être challengé par rapport à soi-même. Parce que les situations auxquelles on fait face, c'est pas vrai qu'on les fait face dans une maison régulière. Tu sais, moi, d'être obligée de demander à mon chum d'aller me chercher de l'eau pour que je prenne ma douche, disons que c'était loin, là, tu sais, parce que la fille est dépendante, tu sais, on a eu d'autres vies avant, là. Il y a 15 ans, on était au centre-ville de Montréal, là. Fait que c'est des choix de vie, mais il faut avoir cette ouverture-là. Se dire, OK, bien, je vais en vivre quelque chose que j'ai jamais vécu, puis j'embarque dans l'aventure. Parce que si c'est un pied dedans puis un pied à l'extérieur, je vois difficilement comment ça peut être agréable comme choix de vie. C'est beau le pourquoi, mais j'ai aussi voulu savoir comment. Comment on vit dans une mini-maison? Parmi les nombreux conférenciers invités à l'événement, il y avait Sophie Bellil et Marc Boutin, un couple qui a réussi à conjuguer vie de famille, jardinage responsable et micro-habitation. Et là, c'est particulier parce que vous vivez déjà avec une grande famille dans une petite maison. À quoi ressemble votre situation actuelle? Bien, notre situation est qu'on est une famille unie de par notre espace. On a une pièce commune au rez-de-chaussée. À l'étage, c'est juste les chambres. Donc, on est toujours en interaction. On grandit ensemble, on aime vivre ensemble. Puis, vu que les interactions deviennent intenses, des fois, avec un si grand nombre de personnes à l'intérieur, mais on cherche des moyens de s'amuser puis de passer du bon temps ensemble aussi à l'extérieur. Puis, pour nous, pour notre famille, c'est faire pousser de la nourriture. Combien de vous dans votre famille? On est 6. Donc, Ouais. 2 parents, 4 enfants. Oui. Pourquoi avoir décidé de faire un jardin ou de produire votre nourriture à l'extérieur de la tiny house plutôt que, je ne sais pas, faire de la poterie ou faire de la sculpture ou faire du sport? Depuis 25 ans, je joue dans les jardins. C'est une de mes plus grosses passions. En plus que je travaille dans les maisons en bois rond. Anyway, j'ai lu des livres sur l'agriculture permanente. Puis là, j'ai décidé de planter différentes sortes de salades, puis de verdure, puis de fruits et légumes qui reviennent chaque année au lieu d'être toujours pris à laborer le sol. Je sème chaque année. Puis là, depuis 4 ans de jardiner à notre maison à Valmorin, on réussit qu'est-ce qui va bien puis qu'est-ce qui va pas bien. J'ai planté des centaines de choses. Il y a certaines choses qui vont vraiment bien. Puis là, on fait plein d'échecs, plein de découvertes. Puis pendant cette fin de semaine, puis la conférence, on va essayer de partager nos échecs et nos réussites pour qu'on mette d'autres mondes sur le bon chemin pour éviter de faire les erreurs qu'on a faites, puis peut-être sauver du temps des autres. Au lieu de replanter des arbres à tous les 4 ans parce qu'ils ne réussissent pas la gel, bien, peut-être je peux les guider. Votre jardin vous permet de combler quelle portion de vos besoins alimentaires? Parce que si vous n'aviez pas de jardin, vous iriez seulement à l'épicerie. Bon, grâce à votre jardin, vous consommez... qu'est-ce que vous consommez de moins et comment ça réussit à pallier à vos besoins pour la famille? Bien, ça rajoute des choses, des aliments biologiques qui viennent de chez nous environ du mois de mai, mi-mai à la fin octobre. On peut... mais même un peu plus, là. Il y a des... Dépendant des gels. Oui, il y a des choux, des kales qu'on peut recueillir presque jusqu'à Noël, là. Ça l'apporte un apport à la nourriture de la famille pendant ces mois-là. Mais en quantité, quantifiée, je pourrais pas vous dire. Alors, c'est quoi le meilleur argument? Si j'aime pas jardiner, comment est-ce que vous allez me convaincre, moi, de me faire un jardin? Pourquoi ça serait pertinent, si j'ai une tiny house, de faire un jardin? Bien, parce que c'est le but de notre vie est de manger 3 repas par jour. Si on n'avait plus de nourriture, notre vie arrêterait. Puis nous, comme parents, bien, c'est important d'enseigner à nos enfants de où vient la source de notre nourriture. Puis la meilleure nourriture possible, c'est celle qu'on fait pousser. Alors, c'est un enseignement pour nos enfants, c'est un mode de vie. Nos enfants arrivent à la maternelle déjà en sachant d'où viennent les pommes, d'où viennent les fruits. Ils partent à la maternelle avec leur collation, leurs pommes, puis ils reviennent à la maison avec leur cœur de pommes, puis ils gardent les graines pour nous, pour les mettre dans le frigidaire, pour partir les petits bébés pommiers l'année d'après. Fait que c'est toute une conscience qu'on enseigne à nos enfants.
Si l'intérêt, les besoins et les édifices sont au rendez-vous, comment se fait-il que les mini-maisons ne soient pas encore répandues au Québec? Une réflexion que Marie-Ève Gagnon a bien voulu éclaircir. Et pour l'instant, qu'est-ce que tu as recueilli comme témoignage? Qu'est-ce que tu as vu dans ton travail de terrain? Les municipalités rurales ils ont le goût de répondre à la demande. Et présentement, il y a une demande pour le mode d'habitation plus abordable, plus petite, parce que ça l'amène une abordabilité, ça l'amène une accessibilité à la propriété, parce qu'ils ont le goût de vivre dans des grands espaces, des grands terrains entourés de nature, mais que ces terrains-là sont souvent difficiles à acquérir parce qu'ils coûtent cher. Puis le zonage aussi est difficile parce que des fois, ça fait en sorte qu'on ne peut pas nécessairement se construire sur les terrains. Donc, c'est toute cette question-là qui a amené les municipalités à se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à la demande de gens qui ont le goût de vivre dans des projets communautaires aussi, où est-ce qu'il y a un esprit communautaire, où est-ce qu'il y a un mode de vie, une culture, si on veut, à l'intérieur même d'un projet domiciliaire. Comment on peut faire pour aider ces gens-là à avancer dans leur projet? Puis, il ne faut pas se le cacher que la nouveauté fait peur, hein? Donc, c'est sûr que ces municipalités-là, ils veulent avancer avec eux, ils veulent répondre à la demande parce qu'ils veulent avoir des nouveaux résidents. Parce que les nouveaux résidents, c'est ce qui amène la vie, le dynamisme dans une communauté. Mais comment on le fait dans tout le cadre législatif qu'on a là? De quelle façon on le fait pour que tout s'intègre parfaitement? Bien, du moins le mieux qu'on peut, parce que je ne pourrais pas dire parfaitement, là, mais du mieux qu'on peut avec les résidents qui sont en place, les nouveaux résidents, pour pas qu'il y ait de friction, parce que faut pas se le cacher, là. Ça, c'est un défi, là, d'arriver à jumeler la demande et les résidents existants de certains milieux. Donc, il faut apprendre à travailler ensemble, puis justement à s'écouter, puis à respecter les besoins de tous. Les villes avec lesquelles tu as interagi ou les villages, est-ce qu'il y avait d'autres raisons qui expliquaient que c'était difficile de répondre à cette demande urgente-là pour les nouveaux habitants, ou c'était toujours la question des droits acquis des autres ou de la restructuration? Je dirais que c'est la disponibilité des terrains. Il y a cet élément-là, mais il y a tout l'élément aussi de mettre en commun toute cette demande-là ensemble. T'sais, de mettre tous les gens qui sont intéressés à vivre dans ce genre de projet-là ensemble pour partir le projet. Ça prend un promoteur, hein? C'est toujours comme ça dans un projet domiciliaire. Un ambassadeur. Un ambassadeur, un promoteur. Et dans plusieurs dans les municipalités avec lesquelles j'ai travaillé, c'était des groupes de promoteurs. Donc, dans certains cas, c'était des citoyens qui étaient en place, des conseillers municipaux qui se sont mis ensemble et ont dit, nous, on a le goût de faire des projets domiciliaires différents. Donc, on va se mettre ensemble puis on va développer ce projet-là. Donc, dans certains cas, la municipalité a même acheté les terrains qui sont prêts à accueillir ces projets-là. Mais pour faire ça, ça prend un intérêt à partir dans la municipalité, je vous dirais. Parce que si l'intérêt n'est pas là, c'est beaucoup plus difficile. Je connais des projets où est-ce que, justement, il y a des gens qui ont des super belles intentions puis ont le goût de vivre de cette façon-là, qui sont allés approcher des municipalités, ils ont acheté des terrains, puis là, ils sont bloqués parce que la municipalité n'est pas ouverte à ce genre de projet-là. Donc, c'est vraiment important de s'asseoir, de discuter puis de vraiment travailler ensemble, là. Si je te comprends bien, ça prend tous les pions qui tombent à la bonne place au bon moment. Ça prend, oui, une question de timing, mais je vous dirais que c'est plus qu'une question de timing, c'est une question d'apprendre à travailler ensemble. T'sais, ça prend une ouverture au niveau de la municipalité, mais ça prend une ouverture au niveau du groupe promoteur, de s'asseoir puis de se dire, bon, on évolue ensemble, on échange, OK? Nous, on a le goût d'habiter dans votre municipalité, vous avez le goût d'attirer de nouveaux résidents. Bon, bien, comment les deux besoins peuvent évoluer ensemble? Comment on peut faire pour que ça fonctionne bien? Parce que je vous dirais qu'une municipalité qui n'a pas le goût d'avoir un projet domiciliaire innovateur, c'est très difficile, là. C'est parce que la réglementation fait en sorte que ça vient bloquer ce genre de projet-là, là. Mais quand on a la municipalité de notre côté, bien là, tout est possible, là. Donc, c'est vraiment la solution, c'est vraiment d'y aller étape par étape, puis de prendre le temps de discuter, puis de faire les choses
comme il se doit, là. C'est ça. Une situation comme celle de Lantier, ça représente quoi pour ton champ d'expertise, pour les autres projets similaires ailleurs au Québec? Moi, je pense que qu'est-ce que ça va faire? Ça va donner confiance à d'autres municipalités que c'est des projets qui sont viables puis que ça peut fonctionner. Parce que là, présentement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de peur et de crainte par rapport à ce type de mode de vie-là, puis à ce genre de développement-là. Il y a des préjugés, il y a des perceptions aussi qui ne sont pas nécessairement fondées sur rien de réel. Bien, je pense qu'un projet concret, ça va amener les municipalités à se dire bien, ça fonctionne, tu sais, puis ça va bien, puis les gens restent, puis oui, ça a amené un dynamisme dans la municipalité. Puis c'est sûr qu'après ça, les autres municipalités vont embarquer dans le mouvement, puis ça va se développer. Moi, je pense que c'est un levier, tout simplement. Puis juste pour revenir sur l'autre point, ce qui est vraiment important, c'est de rallier l'ensemble des partenaires autour d'une table. Ça, c'est important, d'être assis, d'aller chercher le plus de partenaires locaux pour amener le projet à se réaliser, parce que c'est ces partenaires-là aussi qui vont faire en sorte que le projet va être plus accessible. C'est un partenariat-là qui va faire en sorte que les maisons vont pouvoir être abordables. Parce que tout le monde, c'est la force du groupe là, qui fait en sorte que ça devient plus facile. Là. De quelle manière l'approche asymétrique, quand on parle de planification urbaine, va peut-être devenir la nouvelle norme? Ça, c'est ma curiosité personnelle. Là. OK. Bien, moi, je vous dirais que c'est obligatoire. On n'a pas le choix d'aller vers une nouvelle forme de développement domiciliaire si on veut donner accès à la propriété aux gens, si on veut avoir une qualité de vie. Parce qu'en ce moment, le marché immobilier, bien là, c'est sûr qu'en ce moment, il stagne un petit peu, mais il a augmenté depuis les dernières années, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à la propriété. Puis je pense que c'est surtout ça que c'est important, que quand on a comme une espèce d'urgence d'agir, puis ça, je le vois dans toutes mes municipalités, là, on est prêt à innover puis on est prêt à faire les choses différemment. Fait que moi, je pense que le Québec, de plus en plus, va s'en aller vers une urgence d'agir au niveau immobilier, parce qu'on se rend compte que, par exemple, peut-être que le logement traditionnel, oui, ça répond à une certaine demande, mais pas à tout le monde. Donc là, il y a une nouvelle demande. Puis quand on va sentir cette urgence-là, bien, c'est sûr qu'on va passer à l'action, puis on n'aura pas le choix, parce que les gens vont être là puis ils vont demander ça. Dans le dernier épisode de La Petite Maison sur la route, le bilan du festival, du parcours de Ma Maison Logique et les prochaines étapes pour le mouvement des mini-maisons. All I need tonight is a